Et nous sommes heureux de recevoir maintenant un autre auteur et qui vient lui aussi de sortir un livre, cette fois-ci avec son ami et partenaire Pierre-Antoine Plaquevent. Eh bien, c'est Youssef Indy, réclamé à corps et à cri par une partie de nos internautes et du chat. Bonjour Youssef et bienvenue. Bonjour Nicolas Stocker, merci pour l'invitation. Voilà, le livre dont je parlais, c'est Pierre-Antoine Plaquevent, Youssef Indy, Israël et la guerre mondiale des religions, géopolitique et millénarisme aux éditions Culture et Racines. Il est là. Avec une préface d'Édouard Husson. Voilà. Exactement. Une préface d'Édouard Husson. Eh bien, dans ce livre qui traite ce que j'ai envie de dire, et peut-être pour débuter cet entretien, là on va vraiment, après avoir évoqué durant toute cette matinale d'abord des questions politiques, questions économiques, des questions financières suite à la probable censure du gouvernement Barnier dans 48 heures, nous allons revenir et finalement boucler la boucle avec notre premier intervenant Sylvain Ferreira, avec qui nous avons échangé principalement sur les questions justement et de l'Ukraine, la Russie, mais surtout Alep, la Turquie, et nous avons dit aussi quelques mots sur la déstabilisation actuelle de la seule puissance nucléaire de l'islam, en tout cas à ce jour, tant que ce n'est pas le cas de l'Iran, c'est-à-dire le Pakistan. Donc on revient avec Youssef Indy sur ces sujets de géopolitique qui évidemment est le cœur de notre média. Je vais lire juste les deux petits premiers paragraphes, Youssef, si vous le voulez bien, parce que ça permet de planter le décor. On ne peut comprendre... Le paragraphe du livre, c'est ça? Du quatrième de couverture, j'aurais dû être plus précis. On ne peut comprendre la guerre mondiale fragmentée en cours sans en appréhender la nature messianique profonde. Par un processus historique que ce livre expose en détail, le projet sioniste des origines s'est transformé en un projet eschato-politique de nature millénariste, théocratique et suprémaciste. Et pas par le dos de la cuillère. Hein. C'est ce projet qui guide désormais l'État israélien dans ses décisions stratégiques aux conséquences humanitaires dramatiques. On ne peut pas nier l'évidence d'un certain nombre de conséquences humanitaires à Gaza, au Liban, aujourd'hui, et cela s'étend indéniablement au-delà actuellement. Et ça, les faits sont les faits. Après, l'explication et l'interprétation, c'est autre chose. Ça vous appartient et ça appartient à Pierre-Antoine Plaquevent, bien évidemment. On me signale que mon micro est un peu fort. Voilà, je le réduis légèrement, Youssef. Alors, comment, déjà, sur le plan factuel, vous expliquez et vous interprétez ce qui est en train de se passer je dirais, au Proche-Orient? Nous avions, quelques-uns avaient un espoir avec le cessez-le-feu entre Israël et le Liban, et c'est à ce moment-là, et le Hezbollah, je veux dire, au Liban, et c'est à ce moment-là que nous voyons Alep pris par, selon le vocabulaire de M. Stéphane Séjourné, des rebelles modérés, bien évidemment, hein, c'est comme Al-Nosra qui faisait du bon boulot avec Laurent Fabius, donc par des djihadistes, par des extrémistes religieux, entre autres, et qui nous font nous souvenir que finalement, eh bien, contrairement à ce qu'on imaginait, ce qui se passe actuellement au Proche-Orient n'est pas du tout pour atténuer les risques, entre autres d'attentats en France demain, mais au contraire font renaître justement cette hydre djihadiste, là où nous pensions en avoir fini grâce, entre autres, au régime syrien et à Vladimir Poutine et à l'Iran d'ailleurs, il faut le rappeler. Et au Hezbollah aussi. Alors, certains croiront que c'est une coïncidence, et un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, et puis tout à coup, par magie, Alep prise par les soi-disant rebelles. En fait, non, si on remonte un peu dans la chronologie, c'est-à-dire avant la tentative d'invasion du Liban par les Israéliens, c'est-à-dire la séquence des beepers qui ont explosé au Liban, qui ont visé des membres du Hezbollah,
puis l'assassinat de cadres du Hezbollah et l'assassinat de Hassan Nasrallah. Dans cette séquence-là, il y a eu le début de cette poussée des groupes rebelles, des groupes terroristes en Syrie. C'était concomitant, donc c'était coordonné. Alors on rentrera peut-être dans le détail après, qui est On groupe, peut. etc. C'est important, c'est tellement important d'ailleurs. On va y venir, on va y venir. Mais on voit bien que c'est coordonné. En fait, c'est tout à fait lié. Et si on se focalise simplement sur Gaza, puis sur le Liban, puis ensuite sur la Syrie, etc., on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Or, je veux dire, géographiquement, c'est lié. Militairement, c'est tout à fait lié. Donc, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que les forces, enfin les alliés d'Israël dans la région et ailleurs, notamment les Américains et les Turcs et la Turquie d'Erdogan, avaient pour objectif de briser ce que certains appellent l'arc chiite. L'arc chiite, c'est un arc stratégique qui part de l'Iran, qui va jusqu'au Liban, en passant par l'Irak et la Syrie. Cet arc stratégique chiite, quoi qu'on en pense, pose un problème stratégique à Israël, puisque l'objectif d'Israël, depuis toujours, hein, depuis les débuts du sionisme politique, c'est d'établir un grand Israël du Nil à l'Euphrate. D'ailleurs, le ministre des Finances israélien l'a rappelé il y a quelques semaines en disant que le grand Israël s'étendrait jusqu'à la Turquie. Il a même dépassé les frontières bibliques. Donc, il s'agit de briser cet arc. Et pour le briser, il faut occuper les forces et les séparer. Occuper le Hezbollah en attaquant le Liban, et pour empêcher le Hezbollah de venir en aide, notamment à l'armée syrienne attaquée par les groupes terroristes. La Russie, de son côté, qui est intervenue en Syrie à partir de novembre de 2015, est occupée, c'est le moins qu'on puisse dire, par sa guerre contre l'OTAN sur le territoire ukrainien. Donc, ils ont attaqué, et ils ont coordonné cette attaque en Syrie et au Liban pour tenter de briser cet axe stratégique. Et j'ajoute que dans cette séquence, donc on est en septembre-octobre, et j'en avais parlé hein, dans certains médias sur lesquels j'étais passé, quand on a évoqué la question des beepers et de l'assassinat de Hassan Nasrallah, j'avais indiqué, et j'ai des amis au Liban qui me l'ont confirmé, j'avais indiqué que des groupes terroristes armés s'était organisé et commencé une poussée en Syrie. C'était en parallèle. Et au même moment, une rumeur est partie du monde arabophone, plus précisément d'Arabie Saoudite, donc une rumeur israélienne, disant que les Iraniens ont lâché le Hezbollah et les Iraniens, des agents iraniens, ont trahi Hassan Nasrallah en permis son assassinat. Donc en fait, il y a eu une stratégie à la fois de séparation militaire de tentatives de division militaire sur le terrain et de division dans les esprits avec cette propagande. Donc, il ne faut pas croire que tout cela arrive par hasard, c'est parfaitement coordonné. Et je peux même après vous donner d'autres éléments qui nous viennent de la presse israélienne et d'officiers du renseignement israélien qui nous confirment que les soi-disant rebelles, les groupes terroristes en Syrie, sont leurs alliés et avec qui ils communiquent. Je peux vous donner des éléments. Ah bah oui, bien sûr. Hein, il ne faut pas se priver parce que ce sont des éléments qui sont très peu portés à l'attention justement du public. Donc c'est important de parler. Je les ai publiés sur mon compte Twitter hier, mais je vous envoie là, dans notre chat, Nicolas, je vous envoie un article du Times of Israel. Je vais vous lire un extrait. Oui. Times of Israel datant du 1er décembre. Et le titre est Les rebelles en Syrie profitent des succès d'Israël contre un axe iranien affaibli. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je vais vous citer. Alors, le commandant rebelle
donc il parle d'un commandant rebelle, un des commandants rebelles, n'a pas caché le lien entre l'offensive et le succès militaire d'Israël. Donc là, il cite le rebelle en question. Nous avons examiné l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah et nous avons compris que que le moment était venu de libérer nos terres, a déclaré l'officier. Cette opération était cruciale. Nous ne laisserons pas le Hezbollah combattre dans nos régions et nous ne laisserons pas les Iraniens s'y implanter. Fin de citation. Le Times of Israel continue. Le chef de l'opposition syrienne en exil, Fahad al-Masri, s'est également adressé à la chaîne israélienne N12. Il exhorte Israël à agir contre l'Iran pour soutenir les groupes rebelles syriens. Nous appelons, alors là je cite le chef de l'opposition syrienne en exil, nous appelons les dirigeants israéliens à lancer des attaques intensives contre les positions et les troupes des milices soutenues par l'Iran sur le territoire syrien. Des sites à Homs, à Damas et à la frontière libanaise devront être frappés. Cela permettra de débarrasser le territoire syrien de la présence libanaise, des armes du Hezbollah et des tentacules de la pieuvre iranienne. Ailleurs, on a sur la chaîne Channel 2, donc télévision israélienne, un ancien officier du renseignement militaire Mordechai Kedar qui déclare qu'il était en contact avec des factions de l'opposition armée syrienne et que celle-ci était prête à conclure un accord de paix avec Israël à quelques conditions. Alors, j'ai traduit de l'anglais au français, puis j'ai publié sur mon canal Telegram ces conditions. Donc, ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Alors, donc là, c'est lui qui parle. Hein. Donc, Mordechai Kedar, spécialiste israélien de la culture arabe et ancien lieutenant des services de renseignement militaire. J'ai transmis aux hauts responsables israéliens une liste détaillée des équipements qu'ils ont demandé à recevoir d'Israël. Ce sont les rebelles syriens, les terroristes. Ils sont prêts à un accord de paix avec Israël, seulement s'ils obtiennent le contrôle de la Syrie et du Liban. Je suis en contact permanent avec les chefs des factions de l'opposition syrienne et ils ne considèrent pas Israël comme un ennemi. Les chefs des factions de l'opposition syrienne ont fait savoir à Tel Aviv qu'ils envisageaient d'ouvrir une ambassade israélienne à Damas et à Beyrouth. Voilà. Et quand il est interviewé, donc il pose avec derrière lui, il y a le drapeau israélien et le drapeau des rebelles syriens. Voilà. Ah bah. Ça en dit long. On en parlait avec Sylvain Féa, une certaine duplicité dans cet Orient parfois compliqué et qui ne se réduit pas à Israël, puisque on aimerait connaître un petit peu le jeu que joue, en plus d'Israël, la Turquie dans cette affaire. Bah, la Turquie est impliquée dans la guerre de Syrie depuis le début, hein. Depuis 2011. Ils sont impliqués, ils ont armé des soi-disant rebelles, en fait, des groupes terroristes. Ces combattants terroristes, quand ils se repliaient en Turquie. De toute façon, c'était quasiment officiel, puisque Erdogan a même tenté de déclarer une guerre à la Syrie d'Assad très tôt, hein, dès 2012, en disant qu'il fallait faire tomber le tyran Bachar al-Assad. Il y a eu un missile qui était tombé du côté du territoire turc au début de la guerre de Syrie. Et il a utilisé ça comme prétexte en disant que c'était une agression de l'armée syrienne et qu'il fallait attaquer donc la Syrie. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait même eu des manifestations de Turcs, hein, de population turque qui s'opposaient à une guerre entre la Turquie et la Syrie en disant que les Syriens étaient un peuple frère. Donc Erdogan a toujours été impliqué dans cette guerre. Alors il y a eu des accords, si ma mémoire est bonne. Alors j'avais publié un article sur Strategica, je crois que c'était en 2020, et il y a eu des tensions très importantes, pas qu'une fois, hein, mais entre les Turcs et les Russes, des affrontements en fait, puisque en fait, comme l'armée turque appuyait les groupes terroristes à Idlib, l'armée russe s'en était prise aux combattants terroristes et donc aussi à des éléments de l'armée turque. Il y a eu des négociations, il y a eu une rencontre extrêmement tendue à Moscou. Erdogan avait été reçu. On se souvient que
qu'on l'avait fait attendre, je crois, des dizaines de minutes dans la salle d'attente avant de le recevoir. Puis ils sont arrivés à un accord. Il y a une sorte de statu quo. Donc les groupes terroristes ont été repoussés vers le nord, donc vers Idlib. Et depuis cette époque-là, il y a une sorte de statu quo. D'autant plus que la Turquie et la Russie ont passé des accords économiques. Il y a le Turkish Stream, etc., etc. Mais là, le statu quo a été brisé. Et d'ailleurs, les Iraniens comme les Russes ont directement accusé Erdogan en disant que ces groupes terroristes qui ont envahi Alep sont entièrement armés et soutenus par l'armée turque. Donc c'est pas un secret, c'est tout à fait officiel. Est-ce que la tentative aussi est la déstabilisation? Alors, il y a deux questions là, quant à savoir aussi un peu les objectifs des uns et des autres. Est-ce que l'un des objectifs, c'est pas aussi de la part des néo-conservateurs et de la CIA et des Américains en général, de compliquer la tâche de Poutine en allumant un nouveau foyer de conflit en Syrie? Alors, Comme ça a été dit. oui. Alors, il faut remonter un peu dans le temps, comme d'habitude, pour comprendre l'implication de la Russie et la guerre en Ukraine. Bon, la guerre en Ukraine a été déclenchée en février avec le coup d'État de Maïdan en février 2014. Ouais. En 2013, l'année précédente, qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu une tentative de négociation avec Erdogan, non, avec Vladimir Poutine. À l'époque, le prince Bandar, qui était le ministre de la Défense saoudien, s'était rendu à Moscou et un deal aurait été proposé à Poutine, c'est-à-dire lâcher Assad, le laisser tomber, ce qu'avait demandé d'ailleurs Kissinger aux Russes, parce qu'il avait rencontré Poutine en 2012 d'ailleurs, et il avait, dans une interview accordée à CNN, Kissinger avait dit qu'il fallait réintégrer la Russie dans le système mondial, le système international, mais qu'il fallait demander à la Russie qu'elle abandonne, qu'elle lâche, qu'elle rompt ses liens avec les ennemis d'Israël, qui menacent Israël, donc en fait la Syrie et l'Iran. Et Poutine a refusé. Et fin août 2013, les Américains, les Britanniques et les Français ont envoyé des navires de guerre s'apprêtant à frapper le territoire syrien, donc attaquer la Syrie. Des navires de guerre russes se sont interposés. Ça, c'est fin août 2013. Février 2014, coup d'État à Maïdan. Puis dans la foulée, Daesh, qui existait déjà, se transforme en État. C'est-à-dire le fameux Sunnistan qu'il y avait sur la nouvelle carte du Proche-Orient, publié en septembre 2013 dans le New York Times. Et le titre, c'était « Comment faire de 5 États 14 pays ». En gros, c'était ça. Comment transformer 5 pays en 14. Et donc, on voyait sur cette nouvelle carte. La multiplication des États, des pays. On voyait sur cette carte du New York Times un État qui s'appelait le Sunnistan, à cheval sur l'Irak et la Syrie. Tiens donc. Et ensuite, on a eu la création de Daesh en tant qu'État. Je dis, Daesh existait déjà. Donc, Daesh en arabe, c'est Dawlat al-Islamiyya fil Iraq wa Sham. Donc, l'État islamique en Irak et dans le Cham. Le Cham, c'est le nom qu'on donne à la Syrie. Donc, en fait, ce qui correspond à la dénomination et à la carte du New York Times. Donc, on a eu en fait la tentative de négociation avec Poutine, le refus de Poutine, on a voulu frapper la Syrie. Poutine s'est interposé. Coup d'État à Maïdan dans la foulée. Création de Daesh dans la foulée. Et on a voulu donc focaliser l'attention et les forces russes sur la Turquie pendant qu'on essayait de faire tomber l'État syrien. Et en novembre 2015, la Russie est finalement intervenue en Syrie. Et je me souviens, j'avais été sur place. En novembre 2015, je peux vous dire que les terroristes étaient aux portes de Damas.
Ils étaient au port. Quand vous étiez à Damas, au cœur de Damas, vous entendiez les tirs de Kalachnikov, les balles de Kalachnikov qui sifflaient au-dessus de vos têtes, et les tirs d'obus. Ils se battaient avec l'armée syrienne dans ce qu'on appelle le quartier de Jobar, qui était derrière le Bab Thomas. Bab Thomas, c'est la porte de Thomas, de Saint Thomas, du quartier chrétien de Damas. Et d'ailleurs, l'armée syrienne avait beaucoup de difficultés à les combattre, puisque l'entreprise française Lafarge avait mis à la disposition de Daesh ces machines, vous savez, les machines qu'on utilise pour creuser les tunnels du métro souterrain. C'est ça qu'utilisait Daesh en Syrie. On sait, puisque le scandale a éclaté, hein, Lafarge qui a travaillé Oui, mais bien sûr, oui, tout avec à Daesh. fait. Donc à ce moment-là, Damas allait tomber. Et c'est à ce moment-là donc que l'armée russe est intervenue. Donc en fait, il faut reprendre cette chronologie-là pour comprendre ce qui s'est passé Que les deux sont liés, en tout cas. et voir le lien entre la Syrie et l'Ukraine, entre la guerre en Ukraine et la guerre en Syrie. C'est totalement coordonné. C'est ça qu'il faut comprendre. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.